Voilà, c'est progressif. Maintenant, tu as suivi à l'interférence. Arrête ta bouche. Ok. Donc, ceux qui sont en ligne, bonjour. Loupou, toi, ils sont déjà là. Les autres, ils se sont connectés, puis ils ont disparu, donc ils sont là. Bonjour, professeur. Moi, je suis là. Oui, Loupou, bon, là, ça, c'est sûr. Et Eve aussi est là. Oui, Ok. professeur. Bonjour, Bonne professeur. année. Ah, ils sont tous là, quoi. Parce qu'il y en a qui se connectent et puis après, ils disparaissent. Emmanuel Tra, il n'est pas là. Dolo, Oui, je suis là, professeur. Dolo est là. Donc, c'est Emmanuel Oui, Tra. professeur. Je suis là, monsieur. Ah, tu es là. Maintenant, qui Oui, a mis monsieur. Kofi? C'est Hervé encore qui s'appelle Kofi et puis voici Hervé, c'est ça? Hervé, tu as connecté 2 fois? C'est pas moi. Il y a un autre Kofi qui est là-bas. Il y a un autre Kofi. Oui, oui. Bon, lui, Bon, il a juste connecté une fois. il est juste connecté, mais il n'est pas là. D'accord. Sinon, c'est pas moi. Ok, ça marche. C'est ça, juste vérifier, parce que ça aussi, ça existe. Juste connecté, et puis bon, tu n'es pas là. Ok, donc, bonjour à tous. Je pense qu'on a juste 2 séances pour passer rapidement en revue une DQE qui se dénomme Gestion durable des ressources végétales. De toute évidence, il y a eu une légère confusion avec l'autre qui parlait de gestion des ressources naturelles. Si vous voulez, gestion durable des ressources végétales, c'est vrai que c'est aussi une ressource naturelle, mais c'est de façon, c'est un peu plus spécifique. Alors que au niveau des ressources naturelles, par exemple, ce qui est renouvelable, ce qui n'est pas renouvelable, l'importance de ces ressources naturelles-là. Pour les États, en tout cas, le fait que c'était une bénédiction pour les pays développés, puis pas bénédiction pour l'Afrique. Parce que si jamais tu as des richesses, les gens vont les prendre. Voilà, ici, c'est plutôt les ressources végétales. On fait un focus là-dessus parce que pour nous, pays africains, surtout pour nous qui avons choisi d'exploiter ces ressources-là pour notre développement, je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Loukou est très bien placé pour nous en parler. On dit qu'on n'a plus de forêt. On n'a plus de bois. Alors, Loukou, tu m'entends? Oui, allô? Oui, je parlais des ressources végétales, notamment des ressources forestières du bois en particulier. Je dis, toi, étant du domaine, je pense que dans ce cours-là, tu es bien placé pour nous édifier, parce que toi, c'est du concret, tu sais ce que ça vaut. Avec l'exemple de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Comme on a très souvent des ressortissants de pays étrangers qui sont avec nous ici, je pense que ceux qui sont en zone forestière doivent se reconnaître, les Béninois notamment. Maintenant, s'il y a des gens du Niger, ce n'est pas évident. Parce que là-bas, je pense qu'on parle de bois. Voilà. Donc, je dis, on faisait un focus là-dessus. C'est vrai que ça fait partie des ressources naturelles, mais bon, nous, on fait un focus pour la simple raison que c'est quelque chose de véritablement exploité. J'allais être même de façon anarchique, si bien que on est obligé de faire juste un focus là-dessus. Loukou, première Oui, question. professeur. En, Oui. en termes de ressources, en bois d'œuf, en tout cas, ce qui passe par vous, c'est comment les statistiques au niveau de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a, c'est stagnant, on est en augmentation en termes de ressources exportées, bois de grume, ou bien on est en chute libre? En tout cas, au niveau de la Côte d'Ivoire. Ben, merci, professeur. Pour l'exploitation forestière, en tout cas, on est un peu en chute libre. Hein. En chute libre du moment où il y a des essences qu'on appelait essences nobles qui ne sont plus trop, bon, on ne trouve plus trop. Et il y a des essences telles que le fromager qu'on utilise ici qui ne sont même pas utilisées dans d'autres pays parce qu'eux considèrent que c'est des produits secondaires. Or, eux, ce qu'ils considèrent comme produits secondaires de la forêt sont devenus nos produits principaux ici. Ça veut dire les essences nobles même ont considérablement diminué. Ok. Ça laisse présager un peu du fait que quand les bois qui étaient principalement exploités, on n'en trouve plus.
c'est ceux qui venaient en second plan, ils sont au premier plan au niveau ivoirien. Donc, je suppose que dans la sous-région, c'est pratiquement la même chose. Peut-être au niveau du Libéria, parce que quand on regarde sur les images satellitaires, au niveau du Libéria, ils ont encore de la ressource à leur niveau. Le Gabon, ils en ont. En tout cas, pour l'Afrique centrale, là, ça va. Selon l'Afrique occidentale, on a véritablement des problèmes à ce niveau. OK, merci bien beaucoup. Donc, principalement, on aura 4 petites leçons. Comme on a 2 séances, on va faire un peu. Sinon, aujourd'hui, on pourrait passer le temps en revue. On va faire un peu. Hein? Et comme aussi tout le monde n'a pas forcément une orientation, j'allais dire forestier, il faut aller progressivement. Donc, la leçon 1, on va parler brièvement de la notion de gestion forestière, hein, avant le concept de la gestion durable, c'est-à-dire à l'époque coloniale. Là. Comment est-ce qu'on gérait avant? Comment ça a évolué? Et puis la leçon 2, c'est quand on a commencé à sentir maintenant les problèmes, donc on parle du développement durable de façon globale, on va passer à la déclinaison, c'est-à-dire comment cela s'exprime au niveau des ressources forestières. Au niveau de la leçon 3, c'est la gestion durable des forêts puis son institutionnalisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend ça en main, encadré par les thèses de loi et tout le reste. Parce que une chose est de parler de X, l'autre chose est de pouvoir institutionnaliser avec tout ce qu'il y a comme support documentaire et tout le reste. Et enfin, la dernière chose, leçon 4, gestion durable des forêts, on va parler de c'est-à-dire quels sont les dispositifs qui sont prévus lorsqu'on parle de gestion durable. Donc voilà les 4 petites leçons que nous allons parcourir rapidement. C'est un cours qui est un peu rapide, un peu aussi gestion administrative, peut-être un peu politique, parce que l'administration ne fait qu'accompagner la politique qu'un pays établit. Quand on a décidé de baser notre développement, par exemple, sur l'exploitation des ressources végétales et puis sur l'agriculture, ce n'est qu'une vision politique, mais les décisions doivent accompagner ce que le politique a comme vision. Donc, c'est plus ou moins ça. Donc, pour la première leçon, gestion des forêts avant le concept de gestion durable. Donc, concrètement, selon vous, est-ce qu'on pourrait véritablement parler de gestion des forêts pendant la période coloniale, disons? Est-ce qu'on parlait véritablement de gestion des forêts? Sinon, tout part selon vous. Est-ce qu'on pourrait véritablement parler de gestion forestière? Professeur, moi, je vais intervenir. Oui, vas-y. C'est qui? C'est de l'eau. Dolo, oui. Bon, pour moi, pendant cette période, on ne pouvait pas parler de gestion des forêts, puisque nos États étaient je peux dire, en construction. Oui. Donc, il n'y avait pas de tests clairs. Tous les tests qui étaient là, ils étaient pratiquement importés de la patrie colonisatrice qui est la France, particulièrement ici chez nous en Afrique de l'Ouest. Donc, moi, je pense qu'à ce moment-là, on n'avait pas de vision claire sur la gestion de nos forêts. OK. Qui d'autre a quelque chose à dire? Lui, il pense que en ce moment, on ne peut véritablement pas parler de gestion forestière dans la mesure où nos différents États n'ont pas encore la même mise sur la ressource, donc on ne pourrait pas parler de gestion forestière. Qu'est-ce que vous avez à dire? Allô? Oui, Loubou. Allô? Oui, Loubou, on t'entend, Loubou. Oui, professeur, je vais contribuer, apporter ma petite contribution aussi. Oui. Oui, donc bon, juste même avant l'indépendance, même avant les années 30, il n'y avait pas de plan de gestion concrètement dit, et comme l'autre l'a dit, c'est le colon qui nous imposait. Du moment où nous, notre code forestier en Côte d'Ivoire, le tout premier code forestier est sorti en 1965. Donc ça veut dire que c'est à partir de 1965 qu'on a mis les tests en place et on a essayé de suivre et puis de mettre en œuvre ces tests-là. Donc avant 1965, bien sûr qu'il y avait la forêt, mais comment est-ce que c'était géré? On n'a pas trop d'informations sur ça, mais c'est le colon. Le colon, mais je pense qu'il y avait il y avait une petite avancée dans la gestion forestière du moment où les parcs et les réserves et les forêts classées
ont été créés avant 1960. Ça veut dire que c'est le colon qui avait ses tests et qui venait nous imposer en classant certains domaines qu'ils ont appelés les domaines protégés de l'État. Donc, mais nous, à notre sein, il n'y avait pas cette gestion du moment où on n'avait pas encore pris nos tests. Donc, c'est le colon qui gérait à notre place. Voilà quelques... Merci beaucoup. Donc, c'est exactement ça. Sinon, avant, quand on parle des tests, au niveau local, vraiment, bois, énergie, alimentation, pharmacopée, je vais dire l'impact de l'homme africain, j'allais dire, sur la ressource forestière n'était pas assez inquiétant. On ne parlait même pas de gestion. Donc, ceux qui parlaient un peu de gestion, c'était plutôt nos colonisateurs. Parce que c'est eux qui avaient ça comme réserve. Mais comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, avant même qu'on ne touche aux années de l'indépendance, et même prélevaient au point où ils ont commencé déjà par émettre des préoccupations. Voilà comment les ancêtres de nos parcs nationaux, de nos réserves et de nos forêts classées ont été pilotés par les colons. Dans tous nos états là, ils appelaient ça réserve forestière. Voilà comment les embryons sont nés. Sinon, nous, on ne parlait vraiment pas de gestion parce que c'était une exploitation vraiment traditionnelle. Je donne toujours cet exemple-là. On a tous des villages. Regardez comment les déchets des ordures ménagères sont zéro village. Ça n'a jamais posé de problème. Parce que c'est en toute petite quantité. La nature a le temps de retransformer ça. On est d'accord? Voilà. Mais quand c'est une exploitation à grande échelle, quand vous prenez le marché d'Adjamé, par exemple, imaginez où la tonne de déchets qui est produite par jour. Ça devient un problème. Donc, tant que l'exploitation de la forêt se limitait à ces petits prélèvements dont la population avait besoin, finalement, ça ne posait pas de problème. Par contre, le colon, lui, c'était vraiment avec des visées de commerce. Du coup, avant même qu'il y ait pénurie de la ressource, ils ont commencé par s'inquiéter, donc à protéger déjà certains territoires qu'ils appelaient réserves forestières, qui après l'indépendance vont être transformés des choses. Voilà. Donc, c'est eux qui avaient cette éducation. Donc, quand vous voyez la plupart de ce qu'on a comme forêts classées, parcs nationaux, réserves, tout ça là, c'est depuis l'époque coloniale. Donc, je suppose que c'est pareil dans la sous-région ouest africaine. Toute la langue vous pouvez les colonies françaises. Professeur? Oui. Bonjour, professeur. C'est l'autre Koufi, celui qui n'avait pas répondu quand vous avez demandé. Ah, et il est revenu, donc il n'était pas là. Oh, il était là, mais il n'était pas dans les conditions pour répondre. Ok, bon ami, donc je suppose que tu as Oui, merci. Merci. Je voudrais répondre et puis en même temps poser une inquiétude par rapport à la question. La gestion des forêts, c'est vrai que j'ai écouté M. Loukou, mais Jean-Marie Adjafi disait que le réel problème de l'Afrique, c'est qu'il n'y a pas eu une documentation claire à une certaine époque. Oui. Dans l'une des histoires d'un historien que j'ai lu, il définissait la gestion des forêts en son temps comme dans chaque village, les gens créaient exprès des forêts sacrées pour ne pas que dans l'exploitation agricole que les gens faisaient, c'est-à-dire que ça puisse avoir de l'impact sur l'ensemble de l'environnement. Donc, ma question c'est ça, est-ce que ces forêts classées-là, dans chaque village où tu passes en Côte d'Ivoire, il y a une forêt classée, une forêt sacrée. Oui. Est-ce que ces forêts sacrées ne devaient pas être considérées comme une gestion des forêts avant même que le colon vienne? Question, la question vaut son pesant d'or. La question vaut son pesant d'or. La question est de savoir est-ce que on parle de gestion jusque-là, mais il faut savoir, selon un de nos historiens, illustres historiens personnels, Jean-Marie Adjafi, qui disait que la création du réseau de forêts sacrées en griffe était une forme de conservation de nos ressources naturelles pour empêcher notamment que les exploitations agricoles n'impactent ces zones-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ceux qui ont besoin bien. Benin. On a une béninoise ici. Donc, c'est que là-bas, quand on parle de sacré, je pense en Afrique ici, là. Oui. Je pense que c'est plutôt des fins sociologiques. C'est plus socio-culturel. C'est pas vraiment environnemental. C'est après maintenant qu'on pense que c'est. Première réaction en salle, c'est qu'ils pensent qu'à la base, c'était beaucoup plus socio-culturel. C'était, ils disaient, protection de divinité. Mais une des conséquences évidentes qui en découlent, c'est que
quand tout est détruit autour et qu'on se rend compte que là où on a parlé de divinité, ça n'a pas été détruit, c'est que c'est une des conséquences. Voilà sa conception à lui. On attend le Bénin, la Côte d'Ivoire réagir. Bon, le Togo, je peux parler du Bénin, c'est pareil. Oui, le Togo. Je ne vais pas dire ce que mon collègue vient de dire. Reste. Avant nos ancêtres, ils faisaient des cérémonies dans les forêts. Donc, souvent, c'est dans les forêts, puis ça sont reposés. Ok. Lui, il avance le fait qu'il y a certaines divinités qui résident dans les forêts, comme il y en a qui résident dans les pierres. On est d'accord? Donc, pour les peuples forestiers, généralement, cette divinité-là, c'était dans les forêts. Donc, du coup, comme il a dit, il pourra chérir. Pour enchaîner ce que son collègue a dit, en réalité, c'était beaucoup plus culturel. Voilà, pour l'adoration de certaines divinités, que c'était maintenu. Donc, la conservation que ça produit, c'était après qu'on se rend compte que ça pouvait aussi servir. Sinon, c'est vrai que c'est une forme de gestion, mais l'idée première, selon les deux premiers intervenants, c'était beaucoup plus culture, et puis bon. Donc, le Togo rejoint la Côte d'Ivoire. Le Bénin. Allez, voilà, on ça. Je viens de documentaire où on devrait faire passer une route. Voilà. Et les gens ne voulaient pas que la route passe quelque part là-bas. Donc, il y a des gens même qui vont, qui rentrent dans la forêt, qui disparaissent. On dit à deux qui sont partis pour gagner des bords. Celui qui est revenu, il est devenu un peu comme. Voilà, il est devenu fou. Donc là, c'est la vénérance qui intervient maintenant. Donc, on écoute. En fait, la question des forêts et pas du coup c'est lié c'est blocs culturels, mais ce que je vois, c'est ce que je pourrais dire. La plupart des forêts chez nous, ça doit être vraiment protégé pour que ça soit lié à des gens et lui nous fait là sont ceux qui viennent font des choses, même si je prends une demande avec permission. Une demande à permission qui va, je peux ne pas retrouver la loi pour des trucs comme ça. C'est une bombe de personnes en fait. Donc, plus envie d'aller à moins qu'ils demandent permission. Donc, je vais dire, c'est ça en fait qui fait que la plupart de nos forêts, les autres, mais ce que l'État avait dit, c'est que lorsque tu es dans le besoin, même si c'est toi mais qui a planté ces arbres, et que tu es dans le besoin, tu dois faire une partie de l'autre. C'est l'État qui va te protéger. Et dans le cas qu'on fait, Ok, je pense que ce qu'elle dit n'est pas trop différent de celui ci. Nous, pourra nous confirmer ça. C'est que même quand tu as fait un reboisement à titre personnel, quand il s'agira d'exploitation, il faudrait que le ministère des Eaux pourrait encadre tout ce que tu auras à faire comme processus. Mais ce qu'elle soulève, qui est quelque chose de fondamental qu'il faut retenir, c'est que, en réalité, le citoyen africain, véritablement africain, je ne parle pas de personnes qui n'ont aucune notion de leur culture, prend beaucoup plus en considération les restrictions culturelles que ce que l'administration émet comme restriction. On a plutôt tendance à respecter vraiment nos traditions, nos coutumes, nos divinités par rapport à un texte de loi. En fait, c'est de ça qu'il est question. Lou, tu confirmes que c'est pareil chez nous, sinon si tu as fait ton reboisement, quand il s'agira d'exploiter, il faudrait que ce soit quelque chose d'encadré par le ministère des Eaux et Forêts. C'est ça. Oui. Allô? Oui, Allô? oui, confirme. Oui, professeur. Oui. Oui, bon, je confirme, hein, je confirme ce qu'elle dit, c'est bon, c'est dans le sens, hein, quand tu fais un reboisement pour l'exploitation, il faudrait qu'il y ait un exploitant forestier agréé pour faire l'exploitation. Ça dit c'est ta parcelle, hein, mais pour la coupe, la circulation, la vente, tout, il faut quelqu'un qui est agréé par le ministère en tant qu'exploitant forestier pour effectuer l'opération. En tant qu'individu, toi-même, tu ne peux pas couper pour aller vendre, mais tu peux couper pour ta consommation. Ok, ça marche. Donc, on est pareil. C'est normal, on a tous hérité de. Allô? Hein? Allô? Oui, allô? Non, je voulais échanger avec le colonel. Colonel, il paraît que les lois sont en train de transgresser dans ce sens aussi. Hein.
allant du fait que celui qui crée la plantation est le propriétaire qu'on appelle, de son exploitation, donc il peut en disposer comme il veut. Bon, il ne sait pas quelle est l'évolution de cette discussion-là. Je veux dire, le droit régalien de l'État demeure toujours, même si tu es propriétaire, n'est-ce pas? Non, c'est en train d'évoluer en fait. Bon, Allô? oui, 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 je vais oui, professeur. classifier. Oui. Quand tu plantes ta parcelle, l'État n'a jamais refusé que ce soit ta parcelle, hein. Mais au fait, c'est Oui. l'encadrement. Tu sais que toute activité économique, l'État est régalien. Même on va prendre l'exemple simple du cacao. Tu plantes ton cacao, moins tu fais la récolte, tu sèches, tu déposes. C'est un acheteur agréé qui vient payer ton cacao. Tu conviens avec moi, non? C'est la même chose que le bois. Au fait, celui qui a la plantation de cacao qui récolte, qui sèche, lui-même, il ne peut pas mettre dans le camion, aller au port pour aller exporter son cacao. Ce sont des acheteurs. Ils viennent, ils appellent ça boche, hein, ils viennent acheter. Maintenant, si toi-même, tu veux prendre ton cacao et envoyer dans les grands magasins, il faut aller chercher l'agrément au niveau du ministère de l'Agriculture pour pouvoir acheter. Parce qu'ils ont des réseaux d'acheteurs de cacao. Et ces acheteurs-là, ils ont des agréments en fonction des zones. C'est la même chose comme le bois. Mais comme le bois, lui, quand on le plante, il dure. C'est pourquoi les gens veulent utiliser eux-mêmes, ils veulent utiliser le bois pour eux-mêmes. Maintenant, la nouvelle réglementation dit pour la consommation pour soi-même. Ça dit si ce n'est pas pour commercialiser, c'est quand on veut commercialiser quelque chose qu'on rentre peut-être en conflit un peu avec l'État. Mais pour toi-même, ta consommation, ce que tu dois faire, il faut faire une déclaration à l'administration pour dire, voici moi mon bois, je vais l'utiliser pour aller faire mon appartement au champ ou bien au village. Alors, on te délivre une fiche de déclaration. Parce que vous voyez qu'il y a des gens qui, ce qu'on appelle le bois scié. Avant, ils ont utilisé ces petits failles-là pour dire qu'ils vont se livrer à soi-même et ils utilisent, on voit ça dans les entrepôts. Or, il y a des sociétés industrielles qu'on appelle des scieries qui sont installées sur l'étendue du territoire, à Man, à Bondoukou, ils sont un peu partout. Donc, ceux qui achètent, qui payent les tasses à l'État pour pouvoir avoir ces bois ne retrouvent pas la ressource. Donc, ils se plaignent, ils vont dire à l'État, bon, nous, on paye nos tasses pour pouvoir avoir ces ressources, mais on est en concurrence avec des gens qui scient le bois clandestinement et qui se retrouvent sur le marché. Donc, l'État, pour garantir la pérennité de ces entreprises, a obligé de prendre des mesures pour freiner ce fléau-là. Donc, comment est-ce qu'on va freiner d'abord ces fléaux? Il fallait repenser des tests. C'est pourquoi il y a eu un nouveau code forestier de 2019 qui reconnaît d'abord le droit foncier. Parce qu'avant, il fallait avoir un titre foncier. Maintenant, il y a le droit coutumier au moins. Le droit coutumier de la terre qui est reconnu. Et des propriétaires de bois ou bien des propriétaires de la parcelle ou bien celui qui a planté le bois. Parce que tous ces termes-là sont différents. Alors, si le bois, il est reconnu qu'il appartient à tel, qu'est-ce qu'il veut faire du bois? Il veut le commercialiser ou bien il veut l'utiliser pour lui-même? S'il veut l'utiliser pour lui-même, alors il fait une déclaration. S'il veut le commercialiser, soit il rentre en contact avec un opérateur, un exploitant forestier, ou lui-même, il cherche l'agrément d'exploitant forestier pour pouvoir exploiter lui-même son bois. Donc, voici en quelque sorte, hein, pas trop entrer dans beaucoup de considérations pour que ça mélange. Sinon, les textes sont en train d'aller dans ce sens-là pour d'abord clarifier et puis simplifier les choses. Merci bien pour vos différentes contributions. Donc, on note que c'est vrai que ça évolue, mais l'État, le droit régalien de l'État n'est pas pour autant ôté. Hein? L'État a toujours un œil sur l'exploitation, sur comment disposer, même quand c'est une parcelle qu'on a nous-mêmes plantée. Donc, je reviens sur la dernière intervention qui dit que, au niveau des tests de loi, généralement, dans les pays en Afrique, l'Est francophone, on a plus ou moins les autres tests en PPDG, variantes, pour la simple raison qu'on a hérité tous de ces lois à l'indépendance. Le colon nous a transmis le fond, on a fait que adapter plus ou moins. Oui, tu veux intervenir? Oui. On vais attaquer à doigt. Attaquer, d'accord. Parce qu'elle est donnée. En fait, là, quelqu'un a été photo dit avant le pot colonial. Mais l'autre, elle dit que chez eux, quand tu plantes des ressources forestières et que tu vas exploiter, il va avoir du bois. Oui, là, c'est après les indépendances. Elle est beaucoup plus en avant. Pas Pardon, c'est juste pour savoir que nous, on fait la question, le produit, c'est pas la question. Bon, en fait, ce n'est pas une attaque, c'était juste une clarification. C'est pas j'attaque un béninois ou bien une béninoise.
Faut t'attendre le retour. Arrête de poisson, mais doucement. Ça va être. Oui, on fait. C'est juste, je ne peux dire que ça va, et non pas après. Si c'est après, là, c'est tout à fait normal, c'est tout. Voilà, c'est juste à côté de ta structure, il est d'accord sur une famille. Je me voudrais que tu recouvres ça juste dans le temps. C'est tout. Voilà. Les gens qui rentrent d'abord sont pas. Oui. Mais moi, pas réussi à. La plupart des forêts européennes actuellement, ils sont artificielles. C'est-à-dire qu'il y a des politiques gouvernement économiques. Pourquoi depuis 60 ans, nous, on fait la politique des reboisements chaque année. C'est pas ça, on va pas découper. Chaque année, on voit la télévision, ils font des reboisements. Mais c'est pas ça, on va pas découper. Il n'y a pas un suivi, en fait. En fait, il faut retenir une chose. Tant que quelque chose n'est pas un besoin vital, on a du mal à se concentrer. Quand on n'aura plus rien, on va se concentrer. Et je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. On t'a éliminé pratiquement. C'est le Maroc qui nous a fait entrer. Vous avez vu, on a vu la dernière fois. C'est exactement ça. OK. Hein, donc, on note ce fait-là que, initialement, on pouvait peut-être parler de gestion, mais le terme gestion n'était pas vraiment mis en avant parce que pour les populations, et même, il n'y a pas trop longtemps que dans la tête de la communauté Baoulé, par exemple, le fait qu'on dise que les forêts vont finir, il n'y a pas longtemps que ça a commencé à arriver dans les têtes parce que l'Africain, à l'échelle de son village, ne peut pas s'imaginer que toute la forêt qui voit la fin du bien jour. Voilà, donc le terme gestion n'était pas autre chose, c'était beaucoup plus la protection de leur divinité. Cela a progressé. Par contre, les Occidentaux, eux, c'est eux qui font de la prospective. Hein, vu comment eux-mêmes ils exploitaient, ils ont compris que ça pouvait poser problème, donc ils ont commencé déjà par poser les balises. Maintenant, juste après les indépendances, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a hérité, mais c'est une chose qui avait été déjà formatée. Hein. Donc, on a commencé maintenant à prendre en main ce qu'en griffe, l'Occident avait mis à disposition. Prendre en main, la prise en main n'a jamais été totale, parce qu'ils avaient chaque fois leur mot à dire. N'empêche que pour les administrations qui vont être mises en place, je pense qu'une place de choix sera offerte. Puisque ici, on a deux ministères quand même qui s'occupent du forêt, ils ont été partagés. Quand on parle de la conservation, direction technique, l'UIPR, la SODIFOR, ça, quand on parle de reboisement, ça c'est la SODIFOR. Hein, je pense qu'on a fait une part belle quand même si ces deux ministères-là sont généralement en train de bagarrer avec le ministère de l'Agriculture. Parce que chacun cherche à développer ce qu'il a de propre. Ainsi bien qu'il y a de nombreux conflits entre les deux ministères-là, quand on voit un peu dans les forêts classer les exploitations. Bon, souvent, l'État même s'entremêle les pinces, parce que c'est difficile de comprendre que souvent, dans une forêt d'un parc national, que, un, il y a des exploitations, deux, il y a même des localités qui sont au sein de cette. Il y a des écoles de maternité. Voilà, bon, quelquefois, c'est un peu compliqué à comprendre. Je ne sais pas s'il y a une priorité pour peut-être le ministère de. C'est plutôt dans les zones, des ex-zones comme zone, on va dire ça comme ça. Mais bien avant. Bien avant. Loulou, et puis Hervé, vous qui êtes dans la gestion là, les installations de campements, de villages même, électrifiés, addiction d'eau et tout le reste, ça c'est avant 2002, non? Ça existait déjà en Côte d'Ivoire. Bon, Oui, je laisse allô? le colonel déjà répondre déjà, puis Ah, après peut-être apporter un complément. bon, oui, professeur, c'est avant, hein, avant. Juste après l'indépendance, où on a fait le boom du café et cacao, hein. Je Exactement. pense que c'est là, sinon c'est pas lié à la crise. C'est juste avant qu'ils étaient installés. Sinon, je ne sais pas quelle était la priorisation, puisqu'il y avait des conseils de gouvernement. Je pense que tout ces problèmes étaient débattus en interne. Comment ça s'est passé? Moi, je pense que c'était des trucs beaucoup plus politiques. On ne pouvait pas Allô? spécifiquement. Oui, alors? Bon, en fait, avant, il y avait un problème de gestion des limites aussi. La cartographie n'était pas aussi développée. Et les boussoliers qui géraient réellement les limites, bon, ils faisaient un peu ce qu'on appelait le lobbying avec les paysans, en fait. Donc, ils viennent, on leur donne un peu, et puis, bon, ils travaillent un peu sur une limite Ouais, ok. parce que la vision qu'on appelle, qu'est-ce que je vais dire, qu'on appelle, on ne vérifiait pas réellement ces choses-là, puisqu'on se disait que la forêt était déjà en grande quantité. Donc, il y avait quand même un peu de l'assise. Là, ils pensaient que c'était juste, bon, c'était mieux développé dans la moitié sud de la Côte d'Ivoire, mais au nord, il n'y avait pas trop ces choses-là. Mais c'est à la faveur de la crise, là, et vu qu'on appelle la rarification des terres,
Et ça, les populations sont rentrées beaucoup dans les forêts classées. Et jusqu'à aujourd'hui, pour les faire sortir, ça devient compliqué, surtout dans la moitié sud même de la Côte d'Ivoire. Au nord, on arrive à quand même à travailler sur ces gens d'aspect-là. Bon, ça commence à aller un peu. Pas que c'est total, mais au moins à 70% comme ça. Mais il parle au niveau peut-être des forêts classées. Dans le domaine rural, là, je ne sais pas trop. OK. Mais voilà, c'est Oui, un peu ça. ce que Hervé évoque, il évoque un peu certains problèmes qui pourraient être dus au manque de précision dans les limites. Mais quelquefois, les populations elles-mêmes savent qu'elles sont installées au cœur des forêts classées. Hein. Ce qu'il dit, ça, c'est une réalité. Mais l'autre réalité, les populations, comme je le disais tantôt, les gens sont beaucoup plus à l'aise dans le respect de la tradition, des coutumes, que des règles administratives. Ils sont beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire, quelquefois, ils se savent pleinement installés à l'intérieur, mais ce n'est pas un souci. Voilà, c'est pas un souci. Mais il disait qu'au nord, ce phénomène n'était pas tout observé. Oui, je suis d'accord avec lui dans le temps, mais de plus en plus, ça commence à se poser. Pourquoi? Au sud, il y avait déjà l'expansion cacaoyère, café, tout le reste, qui faisait que la pression était très forte dans le domaine rural. Par contre, au nord, avant la naissance, excusez-moi, une minute. Oui, alors? Oui, comment il va? C'est la règle du soir. Ok, excuse-moi, je vais coup assez important. Donc, je disais que la pression qui était très forte dans le sud, c'était par rapport au cacao, mais depuis un certain temps, le cacao du nord aussi est né, notamment dans la carte. Ça a commencé par mettre une pression extrêmement forte en zone rurale. Donc, du coup, les forêts classiques ont commencé aussi à être menacées comme si on était au sud. Donc, je revenais pour réitérer en disant que le respect des traditions et coutumes sont beaucoup plus en avant. Et là même, je pose un problème et puis je prends l'avis des forestiers qui sont avec nous, qui ont aussi votre avis. Quand on parle de réserve volontaire, c'est-à-dire on encourage les populations à transformer leurs forêts classées, en tout cas en réserve volontaire, de sorte qu'ils soient appuyés par l'administration dans la gestion de ces espaces. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce que la logique a montré que tout ce qui était protégé par les thèses de loi, les gens sont entrés, ils ont dévasté le tout. Tout ce qui persiste encore, c'est parce que les gens respectent les traditions et les coutumes. Mais ce qui n'a pas marché dans la protection des parcs nationaux et des réserves, pourquoi vous voulez transférer ça forcément sur. C'est un peu comme si on désacralisait ces forêts classées. On peut procéder autrement. Mais parler de réserve volontaire, moi je pense que, parce que quand c'est comme ça, on place ça sous la coupole de l'administration. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Parce que si le citoyen lambda regarde ces forêts qui sont désacralisées, est-ce qu'il ne va pas y entrer? Et quel est votre avis, vous les forestiers qui êtes au quotidien avec cette ressource-là? Moi, mon avis de chercheur, en fait, c'est ça. Je prends les deux modèles, comment c'est existé.
On voit un peu l'échelle d'adaptation, vu la pression dans cette zone-là. On voit comment, quand vous allez par exemple dans certaines zones, là où vous voyez quelques petits îlots de forêt, ne cherchez pas loin. Forêt sacrée, cimetière, peu importe. C'est que c'est protégé par quelque chose. Bon, maintenant, on voudrait qu'on transforme ça en chose. Est-ce que c'est pas une erreur? La tendance, c'est Sacraliser, non, sacraliser pas pour toi aussi. Les deux forestiers qu'on a, Loukou et puis Hervé, quel est votre avis? Parce que vous êtes au quotidien avec le contact à l'intérieur. Quel est votre avis sur la chose? Allô? On n'a pas suivi, hein. Donc, je disais, je le prends. Oui. Je disais que dans cette lutte-là, ou bien dans ces efforts-là pour gérer durablement les quelques îlots de forêt qu'on a, la tendance de l'administration est d'encourager à la création de réserves volontaires. Et très souvent, ils ont les yeux braqués beaucoup plus sur les forêts classées, les sites sacrés, forêts sacrées, ou bien les sites où résident les divinités. Ils encouragent les populations à transformer ces espaces-là en réserves volontaires, c'est-à-dire placés sous la coupole de l'administration forestière. Moi, je disais que personnellement, je ne suis pas d'avis, parce que quand je regarde tout ce qui a été protégé par les textes de loi et pour lequel on a eu relativement beaucoup d'échecs, hein, à l'opposé de ce qui était protégé par nos us et coutumes qui ont réussi dans le temps. Et quand on demande de transformer ces sites sacrés-là en réserve volontaire, c'est-à-dire couverts par l'administration, est-ce que ce n'est pas une erreur? Est-ce que ce n'est pas désacraliser ces sites-là, donc les exposer à une exploitation? Quel est votre avis sur la question? D'accord. Colonel, il va répondre d'abord et puis après, vous allez peut-être. Vas-y. intervenir. Ok. Déjà, même concernant même les forêts classées, les aires protégées, c'est une question de décision politique, hein. On voit un peu ce qui se passe au Burkina et puis au Mali. Quand là-bas même, on n'a même pas le courage même de regarder en direction d'une forêt classée. Donc, elle dit que si quelque chose où tu vas regarder, tu as fait comment pour rentrer là-bas. Mais aujourd'hui, ici, dans nos réserves, nos aires protégées, c'est un peu du passoire. Voilà, on rentre quand on veut, on fait ce qu'on veut. Il suffit un peu d'argent seulement, quoi. Maintenant, en ce qui concerne les sites sacrés, je pense même que ça relève de l'autorité villageoise aussi. Maintenant, si à leur niveau, ils veulent associer l'État, je pense que c'est pas mauvais aussi. Ça ne ferait que renforcer la protection de ces lieux-là. Mais seulement qu'il ne faudrait pas que eux, leur avis ou leur regard sur ces espaces-là disparaissent en fait. Voilà. Par exemple, chez nous, on dit, il y a quand même ces sites-là, jusqu'à présent, personne n'intègre parce que ce sont des sites superment sacrés. Mais on n'a jamais vu et qu'on appelle une administration forestière s'ingérer. On dit non, si tu rentres là-bas, voilà ce qui va se passer. Mais si aujourd'hui on va associer l'administration forestière, il ne faudrait pas qu'il y ait qu'on appelle le regard ancestral disparaisse aussi. Ok. Pour ça, si vous permettez, je interviens avant M. Loukou. Oui, Loukou, vas-y. Non, c'est Kofi, avant M. Loukou. Ah, c'est Kofi. Oui, M. Loukou, allez-y. Oui, mon intervention va se résumer autour d'un fait que j'ai vécu moi-même. En 2010, quand l'État a lancé le projet de... Un peu plus fort, on a du mal à vous percevoir. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, je disais que le constat que moi j'ai fait dans mon domaine d'activité, ça me donne l'impression que c'est l'État lui-même, bon, officieusement, on met une griffe, on se dit que l'État est son propre voyou. Vous voyez, c'est l'État lui-même, en réalité, qui désacralise ou bien qui malmène ses propres forêts classées. Je le dis, dans la zone de San Pedro, quand on devait faire le projet de délimitation des territoires de village en 2017, on a été confronté à un fait, c'est que les villages que l'État lui-même nous a listés pour délimiter, on s'est rendu compte que la plupart de ces villages étaient situés dans des forêts classées. Et dans ces forêts classées-là, l'État a installé des sous-préfets, l'État a construit des écoles, c'est-à-dire que l'État a créé des conditions de vie à l'intérieur de ses propres forêts classées. Donc, à la fin, c'est-à-dire que je me dis que l'État est son propre voyou. Et puis, il y a de grandes exploitations agricoles qui sont nées dans ces zones-là. Aujourd'hui, la plupart de notre café cacao provient en majorité de ces forêts classées qui sont transformées en exploitation. Donc, je me dis, pour revenir à votre question, si aujourd'hui on fait l'erreur de confier la gestion des forêts sacrées à nos
à nos autorités, je ne serais pas étonné de voir des enjeux économiques pousser les mêmes gouvernants à venir exploiter nos forêts sacrées. Ok. Donc, certainement que M. Loukou va, va nous éclairer là-dessus. Merci pour l'exemple édifiant. Monsieur Loukou. Oui, allô? Oui, oui. Merci à tous pour les contributions, hein. Bon, en tant que au ministère des Eaux et Forêts, déjà, il y a un projet de recensement des forêts sacrées. Mais la gestion de l'État, moi, c'est mon avis, hein, la gestion de l'État dans les forêts sacrées, il risque de perturber même ces forêts. Parce que la plupart de ces forêts ne sont pas très grandes. Les forêts, ça va souvent de 0,5 hectares ou plus à 4 hectares. Et ces forêts qui, selon nous, hein, selon nos coutumes, abritent les esprits de nos ancêtres, ne doivent pas être perturbés. Bon, en intégrant, en confiant la gestion, bien en intégrant l'État dans la gestion, l'État peut-être va imposer des plans de gestion. Mais quand on dit plan de gestion, il faut faire des routes, il faut faire des pistes, il faut faire des bus pour faire circuler l'eau. Ça veut dire qu'on a besoin de présence d'engins. Est-ce que ça va déstabiliser, mais dénaturaliser l'objectif ou bien le but assigné à cette forêt-là? Et comme l'autre l'a dit, c'est des trucs politiques. Et si demain, il y a des bons bois dedans, les gens risquent de passer par certains chefs du village et donner ces bois pour exploitation. Donc, pour moi, comme ce sont pas ce sont des petits lopins des forêts, il faudrait que même si c'est recensé, c'est renommé, mais il faut donner la gestion carrément au village. Seulement qu'on peut les encadrer dans puisque on trouve assez de sémenciers dans ces forêts sacrées qui ne sont pas perturbées. Ce qu'on peut faire, c'est de récolter ces semences. C'est-à-dire, on dit aux villageois, récolter des semences pour nous, pour aller reproduire ailleurs. Si je prends l'exemple peut-être des lirocos, qui est en train de manquer que dans ces forêts sacrées, on trouve des irocos, alors on peut les conserver pour les semences. Mais s'il y a un plan de gestion bien d'aménagement, ça risque de changer, de dénaturaliser. Maintenant, l'infiltration des forêts, comme l'autre l'a dit, c'est généralement une volonté politique. Non, on a beaucoup, mais c'est une volonté politique. Parce que si vous partez dans des villages, les peuples même qui sont originaires de ces lieux-là infiltrent difficilement. Mais c'est d'autres personnes qui quittent ailleurs, qui viennent, qui sont dans les forêts. On a eu à adopter plusieurs plans d'aménagement et des villageois ont posé ces réserves. Et il y a eu, je parle sous le couvert de Hervé qui est à l'assaut des forêts, il y a eu plusieurs programmes, les conventions de partenariat, les plantations, comment ils appellent ça? Il y a un thème, la complantation, qui devait payer une part. Et la Banque mondiale même a dit, avant de faire sortir ces personnes des forêts classées, il faut les récompenser. C'est-à-dire, ceux qui paient en forêt classée, il faut les récompenser ailleurs. Alors, les populations villageoises qui étaient là, qui n'ont jamais infiltré les forêts, qui disent que c'est leurs forêts, eux, ils ont conservé, ils ont respecté l'État en n'infiltrant pas les forêts. Pourquoi eux, qui se sont préservés d'entrée, ils ne sont pas récompensés et c'est quelqu'un qui est en fraude qui doit sortir qui est récompensé? Vraiment, on n'a pas pu répondre à cette question. Ceux qui devaient répondre là, on dirait qu'ils ont fui. Et en tout cas, c'est resté comme ça. Elle va apporter un peu de solutions. Sinon, affaire des forêts, là, vraiment, c'est pas facile. D'accord. OK. En tout cas, merci pour la contribution. Tu vois que ce cours-là, finalement, il est co-animé. C'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Et on est tous d'avis sur le fait que si jamais l'État a une part trop importante dans la gestion de nos sites sacrés-là, on risque de sacraliser. C'est sûr et certain que c'est d'une importance capitale. Par contre, il faudra avoir un droit de l'État, mais vraiment à distance. Vraiment à distance. Une exploitation complète qu'on pourrait faire, c'est le manque de semences, par exemple, ça pourrait faire l'objet de l'école de semences pour utiliser certaines espèces qui seraient en voie de disparition. Ça, c'est très intéressant. Mais nous, attends, j'avais quelque chose qui pourrait m'intéresser. Tu as dit que quoi? Ces forêts classées sont en train d'être recensées sacrées, pardon, sont en train d'être recensées par le ministère des Eaux et Forêts. Oui. C'est un projet de recensement. C'est recensement seulement cartographique des forêts sacrées. Ça m'intéresserait de... Voilà. Au fait, les gens veulent peut-être leur donner des immatriculations, puisque dans le code forestier, on dit qu'il y a la forêt des communautés, des forêts des... Donc, ils veulent recenser les forêts classées pour attribuer aux communautés et les cartographier. Je pense que c'est tout. OK, d'accord. On pourra revenir sur le sujet une prochaine fois. OK, donc vous voyez que c'est pas aisé. Ce genre de cours, on le fait, mais quand on est sur le terrain, des praticiens comme ils sont et puis ils constatent un certain nombre de dysfonctionnements, bon, tu vois qu'on fait quelque chose qui est très bien au niveau littérature, mais quand on passe à un aspect concret, ça devient un peu plus compliqué.
Moi, je le dis toujours, en réalité, on pêche par notre système de gouvernance. Je veux dire, pour la plupart des temps, on a hérité de thèses de loi. On a hérité de thèses de loi. Il n'épouse pas forcément notre conception sociologique même de la vie. Mais plus on a été colonisé, on a hérité. Donc, on tente tant bien que mal de vivre avec. C'est ce qui nous pose tous ces problèmes-là. Ce qui fait qu'on a tout un tas de lois qu'on n'arrive pas à mettre en application. Je pense qu'on gagnerait à avoir cet aspect des choses, parce que ça touche finalement à tous les milieux de vie, à tous les secteurs de vie de la nation. Quand on a des thèses de loi qu'on ne peut pas appliquer, bon, je me demande où on va avec. Ok, donc, toujours est-il que, juste après les indépendances, comme on a pris en charge cette histoire, nous, on a commencé à faire une exploitation plus ou moins anarchique. Donc, les inquiétudes qui avaient été déjà pressenties par les colons ont commencé à revivre encore. Parce qu'on va parler d'intensification de l'exploitation forestière, on va parler de mécanisation, industrialisation. Donc, notre consommation en bois va commencer à grandir. Finalement, on s'est dit, mais si ce qui est produit naturellement, nos consommations vont au-delà. Dès que la consommation de quelque chose est plus importante que sa reconstitution, il y a un problème. Donc, finalement, on va parler de l'optimisation, croissance de forêts, sylviculture, gestion, rendement soutenu. On va commencer à cultiver un peu comme si on consommait des oiseaux sauvages et quand on se rend compte que ces oiseaux vont finir par faire des élevages. Un peu comme l'abouti. On va finir par ne vivre que l'abouti d'élevage. Oui. Ouais, ça devient une ressource non renouvelable dans la mesure où on consomme beaucoup plus qu'on en produit. Donc, je pense que c'est un secteur d'activité qui pourrait être intéressant. Donc, du coup, la notion de sylviculture va commencer à apparaître. On va maintenant assister la production de bois. Donc, il va y avoir certains nouveaux concepts qui vont arriver. Puis, le manque va se définir à l'horizon. On dit rendement soutenu et puis aménagement forestier. Donc, c'est là qu'on parle de sylviculture. Donc, les forestiers sont très bien placés pour nous donner cette définition, mais voilà une qui est proposée. La sylviculture renvoie à l'utilisation de techniques fondées sur des bases scientifiques biologiques visant à contrôler, à guider le développement des forêts de manière rationnelle afin de conserver et d'améliorer sa capacité de production naturelle ligneuse. Il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. Oui, là-dessus, il y a un problème au niveau du poste en fond. Monsieur Conan, Elali, votre micro. Votre micro est ouvert. Fermez le micro. Voilà, tiens, deux secondes aussi, c'est bon. On était à un monsieur comme ça. Oui, yes. Tu vas pas faire ça. Une fille qui passe, elle nous sert de la tête. Il est mon micro. Ah, non. C'est ça, vous avez. Moi, peut-être, on a eu des tips, pas de bien de faire de nous pareil. Il était bien habillé, mais c'était le bleu. Tu ne l'as pas fait assis, je l'ai fait habillé. Donc, ce soir, je vais envoyer un soir. Je suis carré, je dois faire de vie. Alors, la personne de l'état. Sinon, tu vas. Voilà, donc on a commencé à parler de sylviculture. Donc, ce n'est pas la culture des sylviers, hein. On dit sylviculture. Pour nous ramener à la notion de rendement soutenu. Donc, on dit que ça ramène à quoi? Maintenir, si possible, accroître le potentiel productif des unités forestières du bois. D'assumer rendement soutenu. C'est-à-dire que c'est un rendement qui va au-delà de ce que la nature offre. Moi, je me tape chez donc je pense que des débats. Parce que simplement, le besoin se fait sentir. Donc, pardon? Oui. On souligne ici quelques aspects positifs qui sont l'exploitation de certaines boîtes tempérées, ça c'est tellement tempéré là-bas. L'amélioration des pratiques d'exploitation et de mise en œuvre. On souligne aussi quelques difficultés.
Parce que c'est une notion qui entre. Quelles que soient les règles, les décisions qu'on va prendre publiquement, il y a toujours un côté positif et aussi un côté négatif. Puisque initialement, c'était des espèces locales. Donc, les périodes de renouvellement étaient des périodes, il a parlé tout à l'heure de l'Iroko. Je ne sais pas, bon, il doit y avoir des plantations qui existent maintenant, mais le temps est excessivement long. En termes d'exploitation soutenue, on est à tout sur le plan gaz. Utilisation des techniques d'exploitation et une pression engendrée par le développement des plantations. Oui. Bon, la pression, le monsieur Dassé en a parlé tout à l'heure. C'est une zone où on prend le mauvais déboisement. Mais c'est une concurrence énorme avec tout ce qu'il y a comme exploitation agricole. En tout cas, sur l'autre public ici. Oui. Est-ce que je pense qu'on doit nuancer peut-être. Est-ce que la raison de la dégradation de l'alimentation, comme voilà, c'est principalement l'exploitation, c'est l'agriculture? C'est additif ou bien c'est ensemble, c'est séparé? Parce qu'il y a l'agriculture qui se fait, Je pose la question. Je voudrais savoir, est-ce que la cause principale, parce que si on parle de l'exploitation forestière, La cause principale de quoi? de la déforestation. De la déforestation, oui. Est-ce que c'est l'agriculture, c'est l'exploitation forestière? C'est un mélange des deux. Il faut nuancer. Bon, de toute façon, les forestiers sont là, ils vont répondre à la question, mais normalement, hein, une forêt classée qui est bien exploitée, on va passer d'une forêt primaire à une forêt dégradée. Pas à une déforestation. Parce que normalement, le bois qui arrive à maturité, c'est ce qui est prélevé. Et puis on laisse la chance aux autres d'arriver à maturité. Sinon, le cycle de vie voudrait que quand un bois arrive à maturité, passer certains temps, ça meurt. On est d'accord? Donc, l'exploitation forestière bien gérée ne peut pas être cause de déforestation, mais plutôt de dégradation. Puisque la forêt ne sera pas soldat, on est d'accord? Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a des travaux qui ont montré que quand une forêt est trop dense, trop bien conservée, trop compacte, l'intégration de cette forêt-là devient très compliquée. Donc, comme ceux qui vont faire l'exploitation vont tracer des routes pour intégrer cette forêt-là, les exploitants, justement, ça va favoriser l'installation des paysans. Mais tout ça, c'est parce que ce n'est pas bien surveillé. Sinon, si c'est bien surveillé, ce n'est pas parce qu'on a une route que vous allez emprunter. Parce que la même route que vous empruntez pour aller détruire, on peut emprunter la même route pour aller surveiller. Voilà, c'est un peu la nuance. C'est simplement parce que la forêt elle-même, c'est d'abord un peu hostile. Donc, pour pénétrer la forêt, c'est compliqué. Du coup, les exploitants agricoles, c'est des exploitants forestiers pour créer des pistes afin d'infiltrer. Voilà. Je précise encore, ça c'est quand la surveillance n'est pas correcte. Sinon, si c'est correct, normalement. Et normalement, dans la forêt classée, M. Lecou en parlait tantôt, quand une forêt est aménagée, normalement, il y a des voies d'accès concrets. Donc, même pour l'exploitation, il y a plus ou moins des pistes qui existent déjà. De sorte que ce n'est pas ce qu'on croit encore. Quand ce n'est pas bien contrôlé, ça peut être très compliqué. Les forestiers, si vous avez quelque chose à ajouter à la question qu'il vient de poser, est-ce que c'est principalement l'exploitation forestière qui a provoqué la déforestation comparativement à l'agriculture? Les données scientifiques disent que la première cause, c'est l'agriculture. Mais très souvent, pour infiltrer un certain nombre de forêts, les exploitants, quand la forêt n'est pas bien surveillée, le passage des exploitants forestiers avec l'ouverture des pistes autres, ça sert de voie d'infiltration. Allô? Oui. Bon, nous on dirait que nous on est au-dessus du 8e parallèle, donc on ne fait pas d'exploitation ici. Théoriquement, il faut préciser théoriquement. Théoriquement. Bon, en tout cas, nous on ne fait pas. Voilà. Allô? Allô? Oui, Oui, je vais concernant l'exploitation. Au-dessus du 8e parallèle, c'est l'exploitation dans les forêts naturelles qui est interdite. Sinon, dans les plantations forestières, c'est autorisé parce que c'est l'homme même qui a planté sa parcelle. Donc, quand c'est arrivé à maturité, on peut exploiter. Voici la différence. Les forêts naturelles sont interdites d'exploitation. Par contre, les forêts de reboisement sont exploitées. Puisque c'est pour exploiter. Oui. Pour ça, j'ai une préoccupation avec M. Loukou. En fait, je suis originaire de Bounou. Voilà, chez moi, je sais que cette information-là, on l'a reçue depuis 2007-2006. Au-delà du 8e parallèle, on ne devait pas exploiter
les forêts naturelles. Mais en Chine, étant originaire de Bourbou, la série de Bourbou que je connais bien, le bois traité n'est pas issu de forêt conçue de main d'homme. Je veux dire que c'est de la forêt naturelle que ce bois-là est issu. Donc, si M. Loukou peut nous dire dans quel cadre est-ce qu'il y a des zones qui ne sont pas considérées, ou bien soit on ne respecte pas les lois. Oui, oui, c'est comme Vu qu'aujourd'hui, cette série-là existe, elle faudrait tout exploiter. Du bois, du projet, de la forêt naturelle. Oui, en fait, ce que M. Loukou dit, ça c'est ce qui est administratif. Je reviens encore sur le fait que chez nous ici, là, respecter les tests de loi, c'est compliqué. Sinon, ce que M. Loukou dit, c'est compréhensif. Quand on prend les forêts en tant que telles, tout ce qui a poussé naturellement, au-dessus du 8e parallèle, l'exploitation est interdite. Mais quand on a reboisé pour exploiter, on dit que l'exploitation est possible. Maintenant, la préoccupation qui pose, c'est qu'il y a certaines scieries qui sont installées et qui potentiellement pourraient exploiter ou bien exploitent. Bon, ça, c'est un but, ce n'est jamais officiel, oui. C'est pas potentiellement ce qui est, parce que le bois et l'essence, c'est ce dont on avait parlé du tout. C'est le bois des développements, par les principaux essences qui sont exportées. Mais est-ce que ces essences-là ont été plantées? C'est naturellement qu'on a trouvé. Bon, mais si on a coupé en dessous du 8e parallèle, c'est possible. C'est quand c'est au-dessus que c'est problème. Voilà. Bon, vous les connaissez, je vous dis à quoi. Parce que le truc est très compliqué en fait. C'est très compliqué. Comme je l'ai dit, là, il y a beaucoup de thèses de loi. Finalement, son application, là, très souvent, c'est ça. Ça pose problème. Allô? Oui. Bon, en fait, il y a quand même, les lois même, quand même, devaient être un peu souples aussi dans certaines situations quand même, hein. Devant, on a eu un projet avec Aderis, l'entreprise Aderis. Donc, eux, pour faire un barrage, ils vont décaper, voilà. Et quand ils vont finir de décaper tous les gros arbres qui sont, vous savez qu'au niveau des cours d'eau, là, souvent, c'est là qu'on a les gros arbres et autres. Donc, quand on finit de couper, il faut prévoir un plan de gestion de ces bois déjà coupés. À cause de cette loi pas d'exploitation au-dessus du 8e parallèle dans les forêts naturelles, ces bois-là vont rester là. Donc, on fait comment dans ce genre de situation? Je pense qu'il faut prévoir, quand on crée qu'on appelle une loi, il faut prévoir des passerelles pour pouvoir permettre à des cas éventuels de ce genre-là. Voilà. Et c'est un simple exemple, hein. Il y a plusieurs cas. Ça fait que les bois sont là, ça pourrit, sachant que nous tous, on a besoin de bois en Côte d'Ivoire. À cause de cette loi, personne ne peut la toucher, et puis c'est là, les bois pourris, Ça, c'est les vrais. Allô? Oui, Oui. allô? Voilà, je vais apporter quelques réponses, hein, quelques réponses. D'abord, à AFB, pour dire non, monsieur Kofi, Oui, oui. la série de Bontoukou est au-dessus du 8e parallèle. Ils sont conscients. Mais dans les dossiers, avant d'avoir l'agrément, la série nous dit où est-ce qu'elle va prendre les bois. Donc, la série a des périmètres d'exploitation forestière qui sont situés en dessous du 8e parallèle. C'est-à-dire, la série, même au-dessus du 8e parallèle, c'est son implantation. Mais elle s'approvisionne en dessous du 8e parallèle selon les tests. Maintenant, si elle s'approvisionne dans d'autres sources, ça, c'est un autre problème. Maintenant, pour la construction souvent des barrages et puis des autres, il y a des autorisations spéciales qui sont accordées lorsque les gens demandent. Mais les exploitants forestiers, en fonction de la distance de les scieries au site du projet, si c'est trop éloigné, ils calculent combien de bois qu'ils vont prendre, quel est le matériel qu'il faut déployer sur le terrain, parce qu'il faut des bulles. Si c'est une zone hydromorphe, il faut des chenilles, il faut des pneumatiques, il faut une fourchette, il faut des grumiers. Donc, ils évaluent tout ça là. Si le bois, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent, alors ils ne vont pas s'investir dedans. Donc, normalement, si quelqu'un est intéressé, on lui donne ce qu'on appelle l'autorisation spéciale pour l'exploitation. Là, on voit le projet, puisque le projet, le site est accordé à quelqu'un par l'État. L'État peut décider d'utiliser le bois si les gens manifestent le besoin. S'il n'y a pas de besoin, dans le plan du barrage, bien dans le plan du projet, les gens pouvaient prendre ce bois-là pour le remettre à la population. Ils sont en train de faire un barrage à Saint-Gourbo à Ouatri.
Et c'est ce qui a été fait. Quand on fait le déboisement, on stocke quelque part. Il y a une certaine partie qui retourne à la population. S'il y a une scierie qui est intéressée, la scierie vient prendre, un exploitant qui est intéressé vient prendre le bois. S'ils ne sont pas intéressés, alors on prend et on donne à la population pour son utilisation. Donc, c'est dans le montage du projet, il faut vérifier s'il y a tous ces aspects. Parce qu'avant les projets hydrauliques ou bien des barrages, les gens n'associaient pas trop les forestiers. C'est à cause du changement climatique et les différents COP que nous sommes en train de faire que les gens associent un peu les forêts. Même dans l'attribution des permis miniers, avant, les eaux et forêts n'étaient pas associées. Il se trouve qu'il y a quelques permis miniers même qui étaient sur des sites de l'État, des forêts de l'État. Donc, entre les ministères avant, même actuellement, entre les ministères, il n'y a pas trop de très grande communication parce qu'il y a des sites que nous gérons. Souvent, même l'éducation nationale va pour mettre des écoles. C'est courant, en fait. Il y a un manque de communication entre les différents ministères. Maintenant, pour la gestion du bois, hein, de l'exploitation jusqu'à l'usine, voire qui prélève où, au fait, c'est le terme même de mon mémoire, l'aide de la géomatique à la traçabilité du bois. Parce que comme le problème, il est réel, comment est-ce que la géomatique peut nous aider pour pouvoir tracer le bois depuis les parcelles jusqu'à la scierie en passant par la commercialisation. Donc, comme le problème il persiste, c'est pourquoi j'ai choisi ce thème-là et avec la contribution de tout un chacun et puis avec la formation, on va essayer de voir comment contribuer à tracer le bois pour voir quels sont les bois qui sont légaux et les bois qui ne sont pas légaux. Voici un peu ce que j'ai à dire, hein, pas comme s'il répond à 100%, mais c'est quelques ébauches de solutions que nous sommes en train de nous envisageons. OK. Merci bien, M. Loukou, pour la contribution. C'est intéressant parce que c'est des données de terrain. Effectivement, la traçabilité devient un réel problème parce que ça va dans tous les domaines. Autant on a ça dans le domaine forestier, dans le milieu agricole, là aussi on est coincé par l'Union européenne qui veut un cacao traçable. Parce qu'on veut s'assurer que la cacaoculture ne fait pas partie de la forêt. C'est un peu ça. Mais au-delà de l'aspect géomatique, je veux dire que c'est vraiment mettre en concert tous les acteurs et que chaque acteur arrive à jouer franc jeu dans cette traçabilité. Hein, sinon, ça pourrait effectivement poser problème. Mais ton sujet est quand même un sujet d'intérêt. Et comme tu es déjà dans le domaine, je pense que l'exploitation, l'utilisation de ce que tu auras comme outil sera automatique. Voilà. OK, donc le dernier concept, c'est le concept d'aménagement forestier. Vous voyez qu'on est passé du concept de sylviculture à rendement soutenu. Voilà, de sylviculture à rendement soutenu. Et puis maintenant, à l'aménagement, qui est quelque chose qui est beaucoup plus durable. C'est-à-dire quelque chose qui est aménagé. On recherche à pérenniser nos actions, la production. Du coup, on a des processus de planification, réglementer les coûts, à quel moment couper et tout le reste. Voilà comment progressivement, on est en train de partir sans véritablement dire les mots vers ce qu'on appelle la gestion durable des ressources végétales. Simplement parce qu'un manque s'est créé. Donc, au-delà de tout ce qu'il y a comme sylviculture, le bois soutenu et tout le reste, les ONG ont commencé à prendre la relève. Mais moi, je dis, généralement, les ONG qui vont quelquefois installer des boycotts à gauche à droite, c'est quand ces ONG sont satisfaits de tout ce qu'on a envoyé, ils sont bien rassemblés, ils disent, bon, si ton truc n'est pas réglementé, on paye. Il paye avant. Bon. De toute façon, en Afrique, ici, tant que nous ne serons pas consommateurs de nos matières premières, on aura tout le temps des problèmes. Voilà. Donc, il y a les ONG, les organisations civiques qui ont commencé à se mettre dedans. Il y a l'ONG Friend of Earth et puis Rainforest, on les connaît beaucoup plus. Donc, ils ont commencé à se mettre dedans aussi. Parce que tout ça aussi, ça fait partie de la gestion. L'initiative de la société civile dans le secteur éco-certification pour avoir un bois certifié, et puis comme un cacao certifié. Et là, ça commence à toucher à tous les domaines. La certification à les normes des études. Oui. Par rapport au cacao, là, les cacao plantés en zone forêt classée, parce que ce qu'ils font, c'est que par rapport à la route, c'est-à-dire la route, c'est aux agents de l'autre pour se déplacer, ils ne font pas le champ très proche de la route, à l'intérieur de la forêt. Mais est-ce que ces gens de plantation peuvent être considérés comme des narcos forestiers? Bon. Ils n'ont pas fait ça sciemment, ils l'ont fait également, mais est-ce que ça peut être considéré? Est-ce que l'Union européenne va pas trouver temps de ça, c'est-à-dire pérenniser ça plutôt que... Bon, rassure-toi, je pense que l'administration forestière a pris du pas sur ça. Les forestiers qui sont en ligne vont compléter après. Depuis un certain temps, on est passé à
enfin, on a hiérarchisé nos forêts classées dans lesquelles ces exploitations étaient menées. Donc, il est question de sortir ce groupe de forêts qui sont touchées à près de 75% infiltrées par l'homme pour les transformer en séries agroforestières. Donc, du coup, le cacao qui est produit dans ces zones-là seront des cacaos certifiés. Maintenant, on va beaucoup plus vers l'agroforesterie, c'est-à-dire comment associer les essences forestières à la production de cacao. Donc, on parle de séries agroforestières. Pour sortir effectivement ce cacao qu'on a là, du coup, du boycott. Et c'est dans cette veine-là même que la dernière carte mise à jour, maintenant, ça a été validé finalement par la primature. La base, c'est depuis 2020. Et maintenant, l'Union européenne va surveiller la production cacaoyère en parallèle avec la déforestation. Voilà. C'est un peu ça. Avec une gestion participative. Oui, bon, quand on parle de développement durable, je veux dire, les différents éléments sont en train de se mettre en place. Il y a tout ce qui est social, il y a tout ce qui est économique, il y a tout ce qui est environnemental et écologique. Hein, on a jusque-là décrié le fait que les sociétés qui vivent même, les communautés qui vivent auprès de ces forêts-là bénéficient très peu, et la plupart même des localités qui vivent, peut-être que je ne peux pas les éclairer, aux abords des forêts classées se plaignent tout le temps. C'est-à-dire c'est les forêts de leurs parents, ça a été classé, ils n'ont plus d'espace pour partir. Il y a 2 semaines, on était à l'atelier à Assini et le problème s'est posé. Monsieur Kofi, bon, comme toi aussi tu es au nord là, au niveau de la forêt classée de Ghana, il se trouve que certaines populations qui sont sur la façade lagunaire sont touchées par le problème d'érosion côtière. Donc, ils doivent normalement se déplacer, mais s'ils veulent se déplacer, qu'ils traversent la route, ils sont directement dans la forêt classée de Ghana. Je pense que le problème a été posé, puisqu'il y a des agents du ministère des Eaux qui sont arrivés là-bas à aller faire un certain nombre de concertations. Donc, je pense, et que c'est fort probable qu'il y ait une petite déclassification d'une partie de la forêt classée de Ghana pour les planter sur ce plan. Parce que qu'on le veut ou non, quand la population est coincée, elle est obligée de rentrer parce qu'elle va se réfugier. Voilà, donc il y a ce problème-là qui se pose très fréquemment. C'est déclassement, pas déclassification. Déclassement, pardon. Ça, non. Classer un côté. Oui. Mais maintenant, bon, c'est pas un problème. Je pense que les forêts classées sont faites pour les autochtones, comme les populations. Si on suppose que les populations sont dans un problème et que la forêt peut être une solution, je pense que voilà, c'est une question de gestion politique en fait, quoi. OK. Donc, pour cette deuxième leçon, ça va aller très vite. On dit le développement durable et sa déclinaison forestière. C'est-à-dire comment est-ce que la notion de développement durable est progressivement entrée dans la gestion forestière. Parce qu'initialement, ce n'était pas forcément. Quand on regarde ce qui s'est passé petit à petit, jusqu'à l'éco-certification, jusqu'à une gestion participative, on sait qu'on va droit vers cette histoire de développement durable, de gestion durable des ressources forestières. Donc, ce terme est venu d'où? À partir de Rio. En fait, les premiers constats, c'est qu'initialement, il y avait certains problèmes que les gens traitaient uniquement à l'intérieur des pays. Mais c'est quand de plus en plus, il a commencé à se poser des catastrophes ou bien certains problèmes qui avaient besoin d'une collaboration, d'une coordination de plusieurs pays. Donc, on a commencé à comprendre qu'il y avait certains problèmes qu'on ne pouvait pas aborder de façon isolée. Donc, ça a plutôt formaté la matérialité des gens pour construire des édifices qui pouvaient transcender sur les frontières qu'on s'était créées. Voilà comment petit à petit, ce constat a été fait. Donc, à la faveur de ces trucs, il y a certaines organisations qui ont été créées qui peuvent intervenir dans tous ces pays-là parce que c'est très souvent ces catastrophes-là qui sont transfrontalières. Donc, déjà, pour sauver des Rio, on parle de ces 4 instruments qui sont nés, qui devraient normalement programme des Nations Unies pour l'environnement, programme des Nations Unies pour le développement, ministère de l'environnement et de planification, introduction du concept d'éco-développement. Voilà comment, progressivement, on a commencé à revenir vers la forêt en donnant les premiers mots
qui n'était pas forcément gestion durable des ressources végétales. Hein, les premiers mots, on a parlé d'éco-développement. Un développement qui tient compte du volet écologique. Parce que jusque-là, le côté pécunier a toujours prévalu. Quand on parle de développement, c'est l'argent. De toute façon, on se fait beaucoup d'argent en négligeant même la société qui est à côté. Il n'y participe pas. On se force de l'argent en se foutant de l'environnement. Partout, dans tous les pays d'exploitation pétrolière, tout le monde, en tout cas chez les Anandois, chez Messia. Très souvent, on parle d'exploitation pétrolière. C'est tout l'environnement. Chez nous, ici, ce qui est criard, c'est l'exploitation minière. Généralement, les gens, ils exploitent, mais quand ils finissent les efforts de reconstruction de l'environnement, là, voilà, il ne faut pas ça, ils sont bons. Un modèle de développement économique compatible avec l'équité sociale et la prudence écologique. Vous voyez que les piliers du développement durable sont dans la définition de l'éco-développement dont on parle ici. Donc, on disait qu'à Stockholm, c'est vrai qu'il y a eu cette motivation, cette envie-là de pouvoir assurer un développement qui tenait compte de l'aspect social et puis écologique, mais la prise de décision pour les mettre effectivement en application, c'est ce qu'on a dit, on appelle les thèses de loi, mais très souvent les degrés d'application, c'est pareil. Bon, c'est un peu compliqué. Hein, c'est un peu comme, c'est au Bénin, mais au Togo. C'est du boulot. Il a fermé sa frontière avec il dit au Bénin. Et pardon, il faut arrêter l'enregistrement, tu vas le prendre, quand tu vas pour nous faire de choses. Oui. Après, il faut oublier. D'accord, on arrête d'enregistrer le prendre, le bac est sur le qu'on va balancer. Arrêtez l'enregistrement.